Merci, c'est beaucoup d'éloges. C'est toujours agréable d'entendre autant d'éloges. Mais pour moi, le métier de la mer, c'est d'abord avant tout une passion. Je suis tombé dedans tout petit grâce à mon père, qui était scieur de bois et qui sciait du bois pour faire des bateaux de travail, bateaux de pêche essentiellement, et puis aussi bateaux de plaisance dans un deuxième temps. Donc tout de suite baigné dans ce milieu de l'architecture navale et des constructions de ces bateaux en bois en cathédrale. Et très rapidement, mon père aussi a eu un bateau et je suis parti avec en famille. On a navigué, notre terrain de jeu s'est vite agrandi et c'est devenu une passion. Et du coup, je ne suis pas resté à la Syrie, j'ai préféré tirer mes bords sur les océans. Donc aujourd'hui, mon idée et l'avantage d'être avec vous, et je remercie beaucoup pour cette invitation, c'est vraiment un bon moment à partager, c'était de vous expliquer un petit peu, de vous rapprocher un peu des océans sur cette belle planète et surtout de vous raconter un petit peu le côté interne de ce que l'on fait en organisation de course, parce que c'est vrai que le sujet qu'on a vécu dans le confinement, finalement en événements sportifs, il n'y en a pas eu beaucoup. On a eu la chance surtout de pouvoir faire ce fameux Vendée Globe qui était quelque part difficile à monter parce que ça rassemblait énormément de gens et finalement avec toutes les mesures sanitaires prises autour, il n'y avait pas plus bel exemple que d'envoyer des marins compétents autour de la planète en solitaire et sans assistance. Mais pour monter ces courses-là, il faut aussi en interne, souvent un peu en sous-marin, des équipes qui surveillent ces bateaux-là parce que c'est très engagé, forcément un tour du monde sans assistance et sans escale. On voit bien d'ailleurs le regard de ces marins, on en parlait tout à l'heure pour la route du Rhum, c'est un peu pareil, même si ce n'est que l'Atlantique à traverser, on voit tout de suite les visages des marins qui se décomposent au moment où ils montent sur le ponton et surtout au moment où ils quittent leur famille. Alors dans le confinement, ça a été beaucoup plus radical puisqu'ils quittaient leur famille bien avant. Le ponton était accessible qu'aux marins pour des raisons sanitaires. Et ils sont embarqués sur leur bateau et après, la course, elle est partie. Et c'est à nous le rôle de direction de course. Donc j'ai, depuis quelques années, après mes navigations, eu la chance de pouvoir être pris par des organisateurs pour m'occuper de ces courses engagées océaniques. Donc la route du Rhum, entre autres, les solitaires du Figaro dans un premier temps, et puis depuis quelques temps, je m'occupe du Vendée Globe, donc ça fait ma deuxième édition, et puis l'édition dernière qui était toute particulière, surtout avec des clivages et des imprévus, mais c'est pour ça qu'il faut être préparé à la crise. Donc nous aussi, on se prépare en interne, et vis-à-vis des coureurs aussi, on les prend un par un en fait avec leur team manager, on les prend un par un pour construire un dossier de crise. En cas d'avarie majeure, qui on prévient, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est la femme du skipper qui est la première à prévenir ou pas? En général, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut qu'il y ait vraiment comme des pare-feux un petit peu. Donc tout ça, c'est des dossiers que l'on inscrit un par un. Donc c'est des réunions individuelles. Et à ce moment-là, on établit un cahier des charges entre l'équipe, le skipper, le team manager du skipper, la famille forcément. Parce qu'il n'y a rien de pire aujourd'hui avec les réseaux sociaux d'apprendre que son mari ou sa femme est en difficulté sur la mer. C'est arrivé, il y a eu des drames malheureusement sportifs qui sont appris par les médias et c'est ce que surtout on ne doit pas faire. Justement, c'est pour ça qu'on prépare ces dossiers de crise en amont avec chaque coureur et pour le Vendée Globe tout particulièrement, puisque c'est une course très engagée physiquement. Donc pour vous remettre le petit contexte, j'ai préparé deux petits clips assez courts. Le premier est très court, c'est juste pour remettre un petit peu en image un petit peu sur quel support ces marins partent autour du monde. C'est des bateaux très spécifiques qu'on appelle la classe IMOCA. Donc la classe IMOCA, c'est pas que le Vendée Globe, c'est énormément de courses préparatoires. Pour faire le Vendée Globe, il faut aussi se qualifier. Donc, plus on navigue, plus on est bon. C'est dans tous les métiers, je pense que c'est pareil. Plus on est sur le terrain, plus on apprend. Et on apprend toujours. Donc, le Vendée Globe, on n'est que 34 à partir. C'est réservé à 34. Il y a souvent beaucoup plus de concurrents. Donc, il y a des qualifications et des sélections. Mais le support est un bateau exceptionnel. C'est un bateau en permanence en évolution. Ce n'est pas un monotype. Ils n'ont pas tous le même bateau. Par contre, ils ont tous les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire longueur, hauteur de mât, tirant d'eau. Par contre, ils ont des architectes différents et aussi parfois des voiliers, enfin on pourrait appeler ça des couturiers de la garde-robe de voile différents. Donc il y a des spécificités. Aujourd'hui, on arrive avec des bateaux extraordinaires qui sont dotés de foils, ces fameux appendices qui les permettent de sortir de l'eau, dont la course est de plus en plus engagée. Autrefois, quand on n'avait pas ces foils, les bateaux étaient limités à des vitesses un peu plus moyennes. Donc, on avait plutôt affaire à de la bobologie, c'est-à-dire qu'il y avait des hématomes. Aujourd'hui, les bateaux vont tellement vite
que quand ça s'arrête dans une vague brutalement, ça peut être cassure, quoi. Donc, ou ça peut être traumatisme crânien. Donc les équipiers, enfin les solitaires s'équipent de casques dans certaines conditions, ils s'arment, donc il faut faire très attention. L'ergonomie des bateaux aussi a beaucoup changé. Et donc ça, c'est un travail aussi qu'on mène avec eux, avec les architectes, avec les bureaux d'études, les organisateurs, forcément le matériel obligatoire. Donc il y a plein de choses qui permettent aussi d'essayer d'éviter une crise, enfin du moins un malheur. En tout cas, si ce malheur doit arriver, qu'on puisse trouver des solutions le plus rapidement possible pour les résoudre. Donc le petit clip qui va commencer, c'est juste pour vous présenter un peu la technologie de ces bateaux-là. C'est quelques images, elles ne sont pas tout à fait récentes, mais elle va vous donner juste un petit aperçu du support qui nous permet de faire ces fameuses courses au large très engagées et qui font rêver beaucoup de gens. Merci Serge pour la technique, pour lancer le petit clip. C'est bien ça qui fait la beauté du Vendée Globe. Comment prévoir l'imprévisible? La préparation d'un Vendée Globe est toujours très serrée parce qu'on met un bateau à l'eau finalement assez tard pour bénéficier des dernières avancées technologiques. À un moment, il faut quand même aller naviguer, tester le bateau. C'est le bateau de mes rêves, donc je l'admire, je suis comme un gosse dessus, quoi. Je le trouve magnifique. Les bateaux sont très physiques. Les manivelles, il faut être capable de les tourner. Si t'as pas les épaules, les bras, ça passe pas. Allez. Le vainqueur du Vendée Globe, c'est pas le meilleur régatier du monde, c'est juste le mec le plus performant dans tous ses domaines. Le challenge ultime, c'est vraiment ça. Voilà, c'est très résumé. Donc c'est vraiment, ça montre bien l'engagement de ces marins qui vont chercher quelque chose, chercher peut-être ce qu'ils ne connaissent pas assez. Donc c'est vrai que de tous ces sportifs, je pense que la montagne est un parallèle qu'on peut faire très bien avec ces marins, c'est justement d'aller chercher quelque chose qu'ils ne connaissent pas encore ou en tout cas essayer d'y accéder. Et en général, ils reviennent. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas blasés. Souvent, celui qui a fait un premier Vendée Globe cherche à faire un second. Donc, forcément, pour faire ces bateaux-là, il faut de la technologie. Et c'est cette technologie-là aussi qui est intéressante, c'est qu'il ne faut pas faire les jeux du cirque. Donc, il ne faut pas que ça soit des bateaux mal construits. Il ne faut pas que ça soit des bateaux instable, donc il y a des tests de stabilité, comme on voit un des bateaux qui fait un test de stabilité. Tout ça, c'est des obligations de jauge, de manière que tous les bateaux progressent en sécurité. Donc ça, c'est la base de notre métier aussi, direction de course, c'est que tous les certificats de tous les bateaux soient au point et qu'il n'y a pas du tout de bateaux différents. Donc il y a des contrôles importants, il y a des tests physiques comme la stabilité, il y a aussi le test du marin lui-même aussi au niveau médical. On n'embarque pas sur une course comme ça sans test préparatoire, il y a vraiment un test médical poussé. On a aussi sur cette course-là, pour aider les navigateurs, un médecin de course. Donc ce médecin de course est 24 heures sur 24. Chaque marin peut l'appeler. Ils ont souvent un médecin personnel qui est parfois aussi un préparateur mental. Enfin, ils ont un préparateur physique, médecin. Mais s'il y a un problème médical à bord, il faut que le médecin de la course soit au courant. Donc c'est vrai que c'est très confidentiel, forcément le côté médical, mais s'il y a des pathologies chez certains, il faut que le médecin de course le sache et qu'à ce moment-là, il puisse aussi en tenir un petit peu au courant la direction de course, parce qu'ils vont dans de tels retranchements que parfois on se demande aussi s'ils ont toute leur tête, quoi. Donc il faut avoir... on se voit bien, enfin, notre métier de direction de course, donc je ne suis pas tout seul, on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans ce fameux blocos, on va dire, au Sable d'Olonne. Et en permanence, on regarde les trajectoires des coureurs. Et souvent, en fonction de la météo, on voit qu'il y a des trajectoires qui ne sont pas cohérentes. Donc tout de suite, on se met en alerte. On questionne en général la base technique à terre, alors, le team manager, qu'on appelle le team manager. Et ce team manager, parfois, n'a pas la réponse non plus. C'est arrivé plusieurs fois qu'on a un bateau qui a une trajectoire plutôt erronée par rapport à la météo, puisqu'on a aussi les fichiers météo comme eux, donc on connaît les vitesses qu'il devrait atteindre. Et si on n'a pas de nouvelles du bateau, ça nous met tout de suite en alerte, parce qu'on peut imaginer, et le pire des choses sur un solitaire, c'est l'homme tombé à la mer. Donc on a toujours un peu
cette épée Damoclès au-dessus de l'organisation de course et surtout la direction de course, puisque c'est elle qui s'occupe de l'ensemble de la vision de cette course. Donc sur les 33 concurrents de la dernière fois, il faut avoir un œil avisé. Et à chaque fois, tous les jours, tous les quarts d'heure, on reçoit des positions et on analyse en permanence la situation des uns et des autres. Et dans le doute, on appelle. Alors quand on appelle et qu'il n'y a pas de réponse, c'est là où il faut... Que faire? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on déclenche quelque chose? Est-ce qu'on déroute un concurrent? Donc il y a toute cette petite mise en place qui est un petit peu intuitive. Parfois on attend un peu plus parce qu'on connaît un peu le personnage. Il faut aussi avoir cette relation un peu, on va dire, étroite et humaine. Le fait de connaître bien les coureurs sur les premières courses préparatoires, ça permet de connaître un peu leurs réactions. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de stress aussi dans un groupe. Donc on est comme dans un bateau, on fait des relais, on fait des heures, on fait 4 heures chacun. Moi, je chapeaute un groupe de 3 personnes, mais je me mets aussi dans un d'écart. Je ne veux pas être retiré d'écart. Par contre, s'il y a une crise, je me retire du groupe parce que la course, elle continue pour les autres. Et par contre, je reste me mettre plus en position sur la crise elle-même d'un bateau. Donc, cette année, on a eu plusieurs crises. Alors, il y a des crises qui sont toutes simples. Tout à l'heure, je vous montrerai un petit peu comment on fonctionne avec les documents, quelques documents sans que ça soit trop ennuyeux. Je vous montrerai un petit peu comment on fonctionne avec les marins, parce qu'avant le départ, c'est le seul moment où on peut effectivement communiquer, suivant leur méthode à eux, de donner des réponses sur leur état physique ou technique ou mécanique du bateau, parce qu'il n'y a pas que le bateau, il y a aussi le côté cérébral. On a parfois même des doutes sur certaines personnes, parfois quand ils raisonnent plus très bien, on ne sait plus s'ils deviennent un peu fous par moment, donc ça touche à beaucoup de choses, donc il faut rester ouvert et très, très serein sur certains cas. Et on a quand même vécu un cas très très particulier qui était le sauvetage de Kevin Escoffier, comme tu parlais tout à l'heure. C'est vrai que c'était rechercher quelqu'un comme une aiguille dans une motte de foin, mais c'est là aussi qu'on a la chance. Quand on dit solitaire mais solidaire, c'est vrai que le métier de la mer rend les gens solidaires. Et c'est d'ailleurs le premier article de notre règlement de course, c'est de porter assistance en personne en danger. Donc, c'est pas uniquement dans le milieu de la course au large, c'est dans le milieu de la pêche, c'est dans le milieu de la marine nationale, c'est dans le milieu du commerce. C'est vrai qu'on déroute les bateaux pour aller chercher la personne en danger. Donc, en course, pareil, on met sa course de côté et à la demande de la direction de course. Donc à ma demande, ça m'est arrivé donc sur ce cas précis, d'abord de dérouter Jean Le Cam, qui était le plus proche. Et lui, effectivement, tout de suite, il m'a dit « Ok, pas de problème ». Donc on a des téléphones satellites, on a des moyens téléphoniques directs. Aujourd'hui, on a même un WhatsApp, parce qu'on n'avait pas autrefois, on a un WhatsApp pour communiquer rapidement, soit par écrit, soit par audio. Donc ça rend aussi les choses un peu plus spontanées, on va dire. Et quand Kevin a coulé, son bateau s'est cassé en deux, donc il a coulé en quasiment 2 minutes, son bateau s'est ouvert, donc ça a été très rapide, il n'a pas eu le temps d'envoyer vraiment un message phonique, il a juste eu le temps de déclencher sa balise de détresse, donc, et d'envoyer un WhatsApp à son team manager, je coule, c'est pas une connerie, venez me chercher. Enfin, c'était très court, et après, plus rien. Donc, moi, au même moment, je recevais le déclenchement de la balise de détresse par les stations donc d'État qui reçoivent les détresses et qui donc toutes nos balises sont forcément identifiées et quantifiées au CROSS, c'est l'organisme français d'État qui s'occupe des sauvetages en mer, et surtout le CROSS Griné qui lui après a une relation avec les autres CROSS étrangers qu'on appelle les MRCC, puisqu'on traverse quand même toutes les mers du globe. Donc tout ça, c'est une chaîne qui se met très vite en place, et pour qu'elle se mette très vite en place, il faut forcément que ces maillons-là soient bien prévus. Donc ça fait partie de nos dossiers de crise. À tous les MRCC du monde, dans les mers que l'on traverse, on fait ce qu'on appelle un site rescue, c'est-à-dire que tous les bateaux sont identifiés, les couleurs de coque, couleurs de voile, forcément nom du sponsor, nom d'origine du bateau. On a à l'envers, à l'endroit, les photos. On a aussi la combinaison de survie du marin, la photo du marin en combinaison de survie, le numéro de la combinaison de survie, parce que malheureusement, s'il reste longtemps dans l'eau, parfois on retrouve un cadavre flottant. Donc le numéro est parfois la seule façon de pouvoir identifier à qui ça appartient et qui c'est.
Donc tout ça, c'est des choses que l'on prépare. C'est pas très drôle, mais ça fait partie aussi des dossiers de crise, c'est-à-dire d'essayer de mettre tout en place au cas où il y a vraiment un gros dispositif compliqué et malheureux. Donc, et après aussi, ce qu'on essaie de mettre en place dans ces réunions individuelles, c'est effectivement de connaître qui est le monsieur sécurité du bateau, quoi. Parce que forcément, sur une course aussi engagée, on essaye de ne pas mettre les familles en rapport direct. Ça, c'est très important. Alors, sur des petits projets, c'est souvent quand même l'épouse ou la plus proche du skipper qui est en premier feu. C'est pas toujours facile, surtout s'il y a des difficultés. En général, sur des teams un peu plus structurés, ils ont forcément un team manager ou un responsable sécurité avec qui nous on peut discuter et trouver des solutions sans alerter forcément le côté familial pour pas mettre trop de pression. Donc ça fait partie de nos dossiers et je pense que c'est un bien de faire toutes ces réunions en amont parce que le jour où il faut appuyer sur le bouton, on reprend le dossier de l'anglais, de l'américain, par exemple, j'avais un concurrent japonais. C'était relativement compliqué. Il parlait pas français, il parlait pas anglais. Donc j'avais un interprète dans son équipe qui permettait aussi de résoudre ces problèmes. Et il en a eu pas des problèmes, on va pas de premier niveau, mais enfin il a quand même eu des avaries assez soutenues. Donc ça permet aussi de converser. Donc c'est vrai que si on prépare pas ça en amont, on est un peu le bec dans l'eau, désemparé au moment le pire et on n'a pas les bons gestes et on perd beaucoup de temps. D'autant plus que perdre du temps aujourd'hui dans la crise, il y a la communication qui s'empare vite, les réseaux sociaux qui racontent souvent quelque chose qui est transformé, en général pas dans le bon sens, et on se fait vite engloutir par des réseaux sociaux qui donnent la mauvaise information. Donc il faut déclencher avant. Donc c'est pour ça qu'on a des plans et on fait très attention à donner la bonne information au bon moment, sans donner trop, être très factuel au début et puis après redonner des dates précises. Par contre, de garder tout pour soi et ne pas le dire, c'est sûr que ça va tout de suite au débordement et ça peut arriver pas que dans le sport, mais aussi certainement dans les entreprises, il y a des incidents conséquents. Le deuxième petit clip que tu pourrais nous passer, Serge, ça va être alors sur la direction de course. C'est un petit clip qui a été fait une nuit où c'était une nuit un peu tendue parce que un des concurrents qui était en tête rentrait dans un système de mer très difficile, avec beaucoup de vent. Et je me suis posé la question s'il savait où il allait, parce qu'il se rapprochait d'un centre dépressionnaire dans l'océan Indien qui était plutôt très, très important, un petit peu comme une dépression qu'on avait vécue au Fastnet 79, c'est-à-dire une dépression qui ne circule pas, qui n'évolue pas, mais qui tourne sur place et qui se renforce. Donc les concurrents parfois prennent des risques et parfois aussi on ne sait pas s'ils sont conscients du risque. Donc le rôle de la direction de course, et entre autres mon rôle, c'est de savoir s'il est bien conscient de sa trajectoire et de ce qu'il fait. Alors c'est parfois gênant parce que ça peut le perturber. Et ce coup-là, j'avais appelé donc Charlie Dalin qui était en tête et je l'ai un peu déstabilisé. Parce que je lui demandais justement est-ce que tu es sûr de ce que tu fais. Et donc ça, c'est pas très agréable à dire à un concurrent forcément, mais c'était quand même mon devoir de savoir si il avait bien les fichiers météo, il avait bien la météo et il savait ce qui allait lui arriver, la hauteur de vague qu'il allait avoir, puisqu'aujourd'hui, alors qu'en 79 on n'avait pas tout ça, aujourd'hui on a quand même des moyens qui sont beaucoup plus évolués et on arrive à connaître quand même des situations météo même dans n'importe quelle place de la planète. Mais dans l'océan Indien, c'est des mers beaucoup plus dangereuses parce qu'il n'y a pas de continent qui bloque les systèmes de dépression. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les 40e hurlants et rugissants. Et les 50e rugissants, c'est parce que les dépressions s'accumulent et forment de la hauteur de vagues qui se multiplient. Et donc parfois, on arrive dans des systèmes très compliqués et dangereux si on ne s'y prépare pas ou si on n'arrive pas à les esquiver surtout. Donc je vais vous laisser juste voir le petit clip qui va vous donner un peu le caractère d'une nuit un petit peu spéciale et de ce qu'on peut ressentir. Alors c'est plus facile par l'image quand quelqu'un raconte que moi directement. Donc Serge, si tu veux bien passer le deuxième clip. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, minute par minute. Au Sable d'Olonne bat le cœur du Vendée Globe.
Cette pièce abrite la direction de course où se relaient en permanence 3 hommes et une femme. Ils savent tout du positionnement des bateaux, des conditions climatiques, des problèmes techniques et des états d'âme des navigateurs. Le directeur, c'est Jacques Carès, un type qui a longtemps navigué en solitaire et en équipage, qui a couru sur tous les océans du monde avant d'entamer une vie de bureau. De 22h à 6h du matin, il prend son quart et surveille la progression des concurrents quasiment en temps réel. Celui qui mène alors la course s'attend à vivre une nuit de tous les dangers. Il est en bordure d'un passage de front secondaire qui est assez actif avec du vent fort suivant où il va se positionner et surtout de la mer parce qu'en fait il y a beaucoup de mer et avec du vent fort les crêtes déferlent donc c'est toujours une situation un peu délicate. Ah ça y est, il a abattu. Il vient d'abattre. Il a abattu, cela veut dire qu'il a changé de direction. J'espère que c'est ça. Donc là il a abattu. Donc il va moins vite. J'aime pas trop quand il fait du sud-est parce qu'en faisant du sud-est, il se rapproche de l'endroit qui est pas le bon endroit. Il y a plus de mer et plus de vent. Si je vois que la trajectoire est vraiment mauvaise et que ça répond pas, là on va prendre une poussée de stress. Je viens d'avoir un texto de son team manager. Salut Jacques, viens d'avoir Charlie, RAS à bord. Donc ça c'est bien, tu vois, ça permet d'avoir un contact en permanence avec l'équipe. Donc je lui réponds, top, merci pour l'info. Charlie Dalin dans l'océan Indien, son équipe en Bretagne, Jacques Carès en Vendée. En ces 3 lieux, dans le même temps, des hommes vivent d'inquiétude, dans l'attente de conditions plus clémentes. Bon, il a l'air de bien tenir son est, là, ça c'est une bonne nouvelle. Il va pas trop vite non plus, 13 nœuds c'est bien. Donc ça marche. Soulagé, Jacques Carès s'accorde quelques minutes de repos. Au bout du monde, Charlie Dalin continue sa route. Rien de grave n'est arrivé. Les informations de la nuit sont consignées sur un fichier que Jacques partage avec les 3 autres membres de la direction de course. Fil après fil, se tisse un lien fort avec chacun des concurrents. C'est quand même hyper important de savoir qu'on a des anges gardiens à terre et voilà, un œil attentif et en permanence sur nous. Un joli travail à terre qui est fait et voilà, avec des personnes de confiance et qui savent ce que c'est que le métier de marin. À leur façon, les membres de la direction de course vivent l'épreuve par procuration. Ils font corps avec les skippers, l'œil vif, l'oreille attentive, et ils savent tenir leur langue. Quand nous, on connaît tout ce qui se passe, dans la confidence des marins, c'est beaucoup plus facile pour nous d'adapter une surveillance plus forte parfois sur un candidat qui est plus dans la difficulté. Donc cette confidence, elle est, à mon avis, l'ADN principal de la direction de course avec les coureurs. Il faut qu'on ait cette relation de confiance et ce langage maritime qu'on essaye de transposer, d'échanger. On est un peu comme dans un bateau, mais à terre. Ils resteront mobilisés jusqu'à l'arrivée du dernier skipper. Dans l'intimité des 40 mètres carrés de cette pièce, résonnent comme nulle part ailleurs les fracas de la compétition et les grondements de la mer. Voilà, alors ça paraît tout simple, mais c'est vrai que c'est une petite cellule un peu à part. Quand on voit le Vendée Globe, on voit les belles images, on voit les côtés rigolos, mais en fait, il y a derrière ces coureurs, il y a aussi beaucoup de stress. Et c'est pour ça que quand je parle de confidence entre les marins, c'est justement qu'on
on s'est gardé. Parfois, ils veulent pas ils voudraient pas nous dire ce qui se passe parce qu'ils veulent pas que ça se sache du grand public. Donc, il faut qu'on puisse garder effectivement la confidence. Et à chaque fois que quelqu'un nous dit qu'il est dans une difficulté, ça peut être physique ou mécanique. Du coup, je demande toujours est-ce que on peut le donner à la com. Ça peut être traité par la communication de la course ou pas. Et comme il dit non, donc du coup, ça reste dans les filières, comme on dit dans notre jargon, ça reste à l'intérieur du bateau. Et comme ça, on crée vraiment ce lien qui est sûr, quoi. Et donc, du coup, ça permet aussi à eux de nous dire quand ils sont en difficulté, sinon ils n'oseraient pas nous dire. Et pour nous, c'est très important parce que quand quelqu'un nous dit qu'il est, par exemple, pas bien, malade, on le sait et forcément, on va le suivre encore plus parce qu'il peut être plus vulnérable. Donc, et par contre, certains, quand ils ont de la casse mécanique, quand ils ont une pièce maîtresse de cassée, par exemple sur le bateau, ils veulent pas nous le dire parce que ça va peut-être alimenter la concurrence. Donc du coup, ils sont assez secrets. Il y a une espèce d'intox aussi, surtout sur les grandes équipes qui visent le podium. Donc par contre, moi, ce que je leur demande, c'est de me le dire de toute façon et que s'ils me disent que ça doit rester secret, ça reste qu'entre nous, quoi. Mais au moins, je le sais parce que dans les océans qu'ils traversent, il y a un moment donné, on est dans un désert nautique où il n'y a plus personne. Et on peut compter que sur soi-même. C'est-à-dire, on peut compter au mieux sur les autres concurrents. C'est comme ça qu'on a réussi à trouver Kevin. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de ligne commerciale, il n'y a pas de navigation de plaisance, il n'y a pas de marine. Quand je parle de ces océans, c'est à partir de Cape Town jusqu'à l'Australie et voire jusqu'au Cap Horn, hein, puisqu'on fait le tour de l'Antarctique. Hein. Le parcours, c'est Sable d'Olonne, Cape Town à bâbord, Cap Lewin à bâbord l'Australie, Cap Horn à bâbord et on remonte en Atlantique. Donc on fait le tour de l'Antarctique. Donc d'un côté, il y a la zone de glace, dans laquelle il ne faut pas non plus pénétrer. Donc c'est pour ça qu'on met une ceinture autour de l'Antarctique avec 72 points espacés de 5 degrés. Ils ne peuvent pas rentrer à l'intérieur parce qu'on sait qu'il y a des glaces, il y a des growlers. Et forcément, les obstacles de growlers pour ces bateaux-là, ça les ferait couler, enfin, ça les mettrait en péril. Donc il y a aussi ce côté gestion de la ceinture de glace qu'on peut modifier. Donc la direction de course, je travaille du coup avec tous les 3 jours, quand on est dans ces zones-là, on travaille sur la dérive des glaces et parfois ça nous est arrivé d'élargir le terrain de jeu parce que les glaces ne sont pas là, alors qu'au départ les 72 points sont donnés au Sable d'Olonne, mais on a la capacité de réouvrir le terrain de jeu si on peut. Parce que réouvrir le terrain de jeu, ça permet aussi de donner plus d'espace pour la stratégie des coureurs et parfois ça permet aussi d'épargner des systèmes dépressionnaires trop conséquents. Donc ça a un double intérêt. Parfois, c'est remonter des glaces, donc on remonte effectivement quelques points, mais donc c'est un protocole très établi à l'avance qu'on appelle des instructions de course. Donc tout ça, c'est écrit noir sur blanc, la façon de modifier quelques points pour la sécurité. Donc on ne peut pas le faire au dernier moment par rapport au leader, parce que ça pourrait transformer la stratégie des proches. Donc il y a tout un protocole sportif qu'il faut respecter, et ça fait aussi partie de notre environnement. Et donc, effectivement, dans l'océan Indien et le Pacifique Sud, il n'y a plus personne. Donc, il faut vraiment que cette connivence-là existe bien entre eux et nous. Et nous, après, on est porteurs, en cas d'avarie lourde, vers les autres concurrents. Et ce qui est incroyable dans le Vendée Globe, c'est que dans des déserts nautiques comme ça, les seuls qui peuvent agir, parce qu'on n'est plus à portée d'hélicoptères, on n'est pas à portée d'avion, on pourrait, mais on peut lancer que des radeaux de survie. On a très peu de chances de récupérer quelqu'un. Et le cas de Kevin Escoffier, récupéré par Jean Le Cam, on a eu forcément un peu de chance parce que on avait la perte de la balise. Donc moi j'ai reçu un premier message par le cross de la position du déclenchement de balise, sans un mot forcément, pas de liaison téléphonique avant, à part le petit WhatsApp. Et donc tout de suite, il faut prendre ce cas-là, il faut le prendre. C'est un cas de crise majeure. Donc, tout à l'heure, les documents qu'on regardera, c'est pour montrer comment on fait. Et là, tout de suite, trouver effectivement le skipper qui est le plus proche, mais aussi en fonction de la météo, parce qu'il ne faut pas faire un suraccident. Parce que faire remonter quelqu'un contre le vent, même s'il est plus proche, c'est peut-être dangereux. Il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui est derrière, mais qui vient avec le vent. Donc, il faut étudier les situations maritimes de chacun pour effectivement agir le mieux possible sans faire un suraccident. Parce que dans la précipitation,
on pourrait demander à quelqu'un d'assister et c'est pas la bonne personne parce qu'il est mal placé. Il n'osera pas dire non et lui va prendre des risques. Donc ça, c'est arrivé malheureusement dans certaines courses. Il faut pas que ça existe. Donc du coup, c'est toujours des gens qui sont plutôt derrière, qui viennent avec du vent arrière, portant plus facile, avec pas trop de manœuvres à faire, à avoir le temps de réduire la voilure pour arriver sur la zone. Et Jean Le Cam, la position que je lui donne, et effectivement, il voit Kevin Escoffier dans un radeau de survie. Ils arrivent même à se parler avant la nuit. Mais par contre, sur zone, il y avait tellement de mer et de vagues et de vent qu'il était obligé, il n'a pas pu le prendre tout de suite comme ça. Il a dit, je reviens, je réduis ma voilure, je réduis ma toile, je me mets sous 3 ris, je roule mon foc et je reviendrai vers toi. Et en fait, il l'a jamais retrouvé. Et là, donc, le pauvre Jean, aujourd'hui, avec les moyens techniques, j'étais en Skype. J'ai une caméra qui est sur sa table à cartes à Jean, en permanence. Donc, on avait une connexion, ça déconnectait de temps en temps, mais on était quasiment en liaison directe. Et Jean m'appelait de temps en temps, revenait devant sa caméra, il remettait son casque, il me disait... ça fait 5 fois que je passe, je ne trouve pas, je sais pas ce qui s'est passé. Et là, du coup, là, ça monte. Et puis la nuit tombe, et là, on se dit, waouh, est-ce que le bip s'est retourné? Alors, on se pose plein de questions. Pourquoi la balise s'est arrêtée? La balise n'aimait plus. Et là, du coup, je me dis, si la nuit tombe, il faut dérouter d'autres bateaux, parce que Jean, il est épuisé, il manœuvre, ça fait 5 fois qu'il passe. Je voyais bien qu'il commençait à faiblir aussi. Donc, c'est justement cette sensibilité aussi qu'il faut avoir à terre par rapport aux marins. Et les marins, en général, il faut être dans leur confidence pour qu'ils disent vraiment la vérité aussi. Donc, c'est pas simple. Donc là, du coup, dérouter 3 autres bateaux. Et quand on déroute plusieurs bateaux, il faut pas aussi qu'ils se rentrent dedans. Donc, il faut faire un cadre, il faut faire un plan de gestion de crise. Et là, donc, avec un météorologue qui nous assiste en permanence, qui est Christian Dumarc, avec qui je travaille depuis longtemps, on établit une situation de palier avec, si la dérive du pneumatique à l'envers, elle est peut-être plus rapide parce qu'il y a plus de fardage. S'il est à l'endroit, il y a ce qu'on appelle des ancres flottantes qui l'empêchent de dériver très vite. Et s'il y a 2 ancres flottantes, donc on fait des différents paliers et on demande à chaque coureur de balayer une zone plus ou moins proche du premier point de détresse, en fait. Donc c'est une espèce de triangle et par latéral, on définit des zones. Et en général, ça a été... Alors avec les moyens, maintenant, aujourd'hui, on peut envoyer ça par mail, même par WhatsApp, donc ils comprennent tout de suite ce qu'on veut dire. Et c'était admirable parce chacun a pris son couloir, chacun a quadrillé. Le premier à le faire d'une façon très impérative, c'était l'Allemand. Alors lui, c'était au cordon, on va dire. Impressionnant. Le latin faisait un peu comme ça, mais l'Allemand, j'avoue Boris Herrmann, il était redoutable et il n'aurait pas bougé d'une virgule, quoi. Mais en fait, la chance qu'on a eue, c'est que au bout d'un moment, Jean Le Cam, qui était très fatigué, je lui dis, tu te mets à la cape, c'est-à-dire à l'arrêt, repose-toi quelques heures, et puis quand tu redémarras, parce que je vois tout de suite quand il redémarre, parce que on peut actionner les balises à distance. Dans un cas de crise comme ça, on met les balises à 3 minutes. Donc tous les 3 minutes, j'ai un point, quoi. Donc je peux voir exactement ce qui se passe sur chaque bateau. Donc ça, c'est un gros avantage. Et quand je vois Jean redémarrer cette nuit-là, tout de suite, je reprends la connexion verbale avec lui. Et il me dit, ouais, ça y est, je redémarre, je vais retourner sur le point d'origine. Et là, j'ai une balise e-Pert qui redonne un point, que le cross greené dans l'organisme d'État français me redonne. Et à ce moment-là, je dis à Jean, écoute, sur le bord où tu es, tu te laisses descendre, tu abats un peu, tu laisses descendre dans le vent, et il faudrait que tu ailles sur ce point-là. Et il y va. Il arrive sur le point, et il me dit, il n'y a rien. Alors là, pareil. Et après, plus personne, je le vois avec la caméra, il sort sur son pont, et pendant pratiquement une demi-heure, 3/4 d'heure, je le vois descendre, remonter, je le vois remettre son moteur fixe en route, parce que je vois qu'il va chercher la manette, mais il ne me parle pas. Alors je dis, il y a quelque chose qui se passe. Je vois des lumières, des lumières avec une lampe torche sur le pont. Enfin, avec la caméra, je vois un peu de quelque chose par derrière. Et tout d'un coup, je le vois revenir. Et là, c'est la délivrance, parce que je vois, d'abord, il était décati, mais là, je vois qu'il avait du sourire.
et il mettait son casque, et puis au moment où je dis c'est même pas à peine tu parles, je pense que c'est bon, tu l'as trouvé. Puis là je vois le pied de Kevin Escoffier qui enjambe le cockpit et qui arrive derrière lui. Donc ça a été forcément un dénouement heureux. Mais comme quoi c'est la face cachée de la course, quoi. Ça vous le voyez pas parce qu'on peut pas en parler, mais ça tient pas à grand chose, quoi. C'est pour ça que les dossiers de crise, la manière, il faut la préparer, il faut pas être surpris, quoi. On sait très bien que sur une course comme ça, il y aura des situations. Et c'est pour ça qu'on a des moyens d'alerte. Donc il reste 19 minutes. Je regarde un peu le timing pour pas être trop long non plus et puis vous laisser dîner surtout. Donc en fait, on a le MRCC. Ça, le MRCC que vous voyez en haut, en bleu, c'est les organismes d'État. Dans chaque océan, il y a Cape Town, il y a l'Australie. Il y a aussi les MRCC intermédiaires, les Antilles. Enfin, dans chaque déplacement du globe, on a affaire à des organismes d'État qu'on appelle le CROSS chez nous, donc le CROSS Greené, le CROSS CETEL. Et le CROSS Greené, c'est lui qui parle avec les MRCC étrangers. Pour le cas de Jean, je ne sais pas si c'était à cause du confinement, le CROSS Greené avait passé la main à Cape Town. Donc aux Sud-Africains. Donc j'étais en relation avec les Sud-Africains et avec eux, je leur demandais de me donner heure par heure des nouvelles s'ils avaient une émission de balise et ça fonctionnait pas. Je sais pas pourquoi. Ils étaient pas là ou alors il n'y avait pas assez de monde chez eux. Ça fonctionnait pas. Je leur demandais une possibilité d'avion, ils voulaient pas. Enfin, tout était compliqué. Du coup, j'ai redemandé aux Français de reprendre la main, que je sois en direct avec les Français. Et avec les Français, on a eu une communication qui était beaucoup plus puissante et efficace et je pense que ça nous a beaucoup aidé à sauver Kevin. Et donc après, le team manager, du coup, ces trois entités là sont en permanence. Team manager forcément, ou la personne sécurité du navigateur, parce qu'il faut que ça reste dans un premier temps en catimini, il ne faut pas que ça déborde, il ne faut pas que ça aille trop loin. Et les moyens d'alerte, c'est téléphone, IPIRB, PLB, les balises de positionnement qu'on appelle CLS ou Yellow Brick et YI, ou c'est des balises de positionnement, et les autres bateaux qui seraient susceptibles d'être autour. Donc je vais passer à la slide suivante. Donc nous, dans ce qu'on fait tout de suite, quand on a une alerte, il faut l'analyser parce que parfois les alertes, elles ne sont pas bonnes. Chaque marin a aussi des PLB, c'est-à-dire des petites balises individuelles que s'ils tombaient à l'eau, ils peuvent les déclencher. Et ça arrive dans ces courses-là, il y a tellement d'humidité, il y a de l'exposition avec leur brassière de sauvetage, la petite balise personnelle, elle se déclenche pour des raisons X d'humidité. C'est arrivé qu'elle se déclenche. Donc parfois, forcément, on pourrait imaginer qu'il est à l'eau. En fait, non. On essaye tout de suite d'appeler le bateau ou d'appeler le team manager à terre. On a un déclenchement de balise. Est-ce que tu as eu des nouvelles du skipper? Ça fait combien de temps? Et parfois, la vérification de l'alerte, c'est pas de mettre toute l'usine à gaz en route. Il faut vérifier l'alerte. Donc l'étude de l'alerte, ça a beaucoup de sens. On a même eu des balises de détresse qui sont des balises les plus importantes du bord, qui sont déclenchées aussi parce que ballottés, basculés, les bateaux sont comme très chahutés. Donc c'est ça, définition du degré de la crise. Après, on présente ce genre de dossier aux concurrents, c'est-à-dire qu'on catégorie par couleur. Le jaune, c'est tout ce qui est mineur, ça peut être un changement de trajectoire, de vitesse, mais bon, rien de particulier, pas de communication. Donc ça reste tout à fait basique, il n'y a rien à faire. Panne, c'est déjà un code de blessure grave, par exemple une avarie grave, une perte sérieuse de performance, ça peut être un mât qui est tombé, une balise qui s'est déclenchée. Donc il faut savoir si ça se confirme, c'est un vrai déclenchement ou c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Une situation météo qui se dégrade sur une zone particulière, donc certains forcément sont dans ce cas-là, donc on communique tout de suite avec eux si ça va. Donc ça, c'est des situations qui sont déjà intermédiaires, mais qui peuvent très vite basculer dans le rouge, donc il faut faire attention. Et le rouge, alors là, c'est sans équivoque, là, c'est les problèmes graves, ça peut être homme à la mer, perte de vie, déclenchement de 2 balises, s'il y a 2 balises qui se déclenchent, comme ils en ont 2 grosses, plus des petites, s'il y en a 2 qui se déclenchent d'une façon très rapprochée, on sait que c'est un cas grave. Et parfois, on n'a pas de communication. Une perte de quille, le bateau est à l'envers, on n'a aucune communication. Donc, il faut réagir vite. Et pour ça, donc, on revient toujours par les MRCC.
Et le team manager, en général, c'est lui qui va vers les familles, le contact des sponsors aussi. Donc tout ça, dans notre cahier des charges crise, c'est identifié et on sait exactement qui appelle le sponsor, qui appelle les familles. Il faut que ça se fasse très vite. Et en général aussi, on a forcément le médecin du skipper dans la boucle. Enfin, on connaît le médecin référent. Le médecin de la course se met en rapport avec le médecin référent. On connaît les pathologies des skippers et effectivement, ça nous aide beaucoup. Les directions de course, nous, on est sous la tutelle d'une SEM, c'est la Vendée qui organise, donc on a aussi des obligations vis-à-vis d'eux. Donc on a des services de communication interne, donc il faut aussi qu'on les réunisse, mais on fait très attention justement à ces cellules de crise, à ne pas être trop nombreux, parce que dès qu'on est trop nombreux, l'information est souvent déviée, donc c'est vraiment très réglementé. Après, c'est le groupe qui prend les décisions en cas de crise, il est très simple, c'est l'État, enfin les secours d'État, MRCC pour l'étranger, donc cross-greené pour nous en France. La direction de course sous la tutelle forcément de l'organisateur, mais c'est la direction de course, comme ça touche au maritime, j'ai toute la confiance de l'organisateur pour gérer ça. Et le team manager concerné, puisque c'est son concurrent, donc c'est cette petite boucle à 3 qui permet de monter en graduation et en information factuelle. Après, pour gérer ça, il faut aussi avoir un contact permanent avec le team manager et la direction de course. Les interlocuteurs, on fait très attention aussi que les familles soient en contact avant les journalistes, avant les réseaux sociaux. Donc ça aussi, c'est arrivé plusieurs fois que ça ne s'est pas passé comme il fallait. Il n'y a pas pire de prévenir une famille d'une grosse difficulté, surtout si on est dans la phase rouge, MEDE, donc sauvetage et crise grave. Donc ça, c'est à éviter de toute chose. Et une fois que l'alerte est reçue, cette cellule de crise, une fois qu'elle est réunie, c'est justement pour bien, si c'est une cellule de crise très grave, c'est d'être très factuel, c'est-à-dire de donner les bonnes réponses, la situation, l'avarie, la position, les conditions météo et surtout donner l'heure du prochain rendez-vous. Si on ne donne pas l'heure du prochain rendez-vous à la presse, ça part dans tous les sens. C'est-à-dire que la presse, si vous dites il n'y aura pas de nouvelles avant 2 heures, avant 2 heures plus tard, il faut que ce soit très... À ce moment-là, vous êtes assailli de coups de fil des familles parfois aussi, mais surtout de la presse en général. Par contre, si vous prévenez que le prochain point va être donné à telle heure, tout le monde respecte et à ce moment-là, ça devient beaucoup plus cadré et entre les points, ça ne dévie pas de l'information et c'est très très important. Donc c'est ce que je disais, donc si c'est la phase jaune entre les concurrents, donc si c'est tout simple, il n'y a pas de service de presse, ça reste incognito, ça reste confidentiel. Si ça devient avec un dénouement qui peut aller à du rouge, forcément on fait des premiers points factuels, on rassemble les équipes et on fait des points importants au sein de... Alors avec le confinement, on était amené forcément à les faire... à les faire avec les moyens donc Zoom ou autres. On ne pouvait pas réunir non plus tout le monde, donc c'était assez compliqué. Et l'impératif, c'est de fournir ce plan de crise à toutes les équipes avant le départ pour que ça soit vraiment cadré. Donc je pense que dans vos entreprises, vous avez aussi des plans de crise pour différentes raisons, incendie ou autre, mais c'est vrai que ça paraît anodin parfois de ne pas les préparer le mieux possible, mais que ce soit pour du sportif ou dans votre vie à vous, je pense que le respect des plans de crise, des plans d'incendie et bien d'autres, je pense que vous en avez tous vécu. Et c'est vrai que souvent la communication prend le pas largement sur ce qu'on voudrait dire et c'est là où ça part dans tous les sens. Et c'est ce qu'il faut d'abord éviter, en tout cas dans le milieu du sport et le Vendée Globe, c'est ce qu'on essaye d'éviter. Et on n'a pas des crises tous les jours, mais ça reste quand même des moments très montée d'adrénaline très puissante. Il reste 10 minutes, j'ai pratiquement fini, donc je sais que c'est peut-être un peu court comme exposé, mais j'espère que ça vous a quand même intéressé. C'est un milieu un petit peu particulier.